Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Netflix, la meilleure série qui n'ait jamais été produite sur Saint Seiya. Non, je déconne, il faut être un vrai vendu pour dire ça parce que c'est de la daube. Et donc, comme tu es sur cette vidéo et que tu as cliqué et que tu t'es dit que peut-être j'allais dire du bien de cette série, eh bien non. Donc je te conseille de partir tout de suite de cette vidéo parce que sinon tu vas rager comme un gros porc dans mes commentaires et c'est inutile. Donc nous allons continuer cette série de 3 petites vidéos des vacances avec la dernière vidéo, celle de la rentrée. Mes plages horaires ont repris leur rythme, il devrait y avoir plus de vidéos et plus de sujets différents, donc ça va être hyper cool. Donc je ne veux pas répéter encore donc, que j'ai dit donc tout le temps. Allons tout de suite à l'épisode 5, première partie. Let's go! Comme dirait Mario. Alors, le début de cet épisode 5 se passe exactement après la suite de la fin de l'épisode 4. Donc, on a la confrontation entre Seiya, Shun, Hyuga versus Ikki, avec Shiryu à côté qui dira absolument rien du tout. Et donc, cette conversation passe plutôt pas mal, donc ça ressemble un petit peu à la confrontation qu'on avait entre Ikki et les chevaliers à sa présentation lors du tournoi dans la version années 80, donc ça passe, c'est correct. Par contre, de nouveau, on a aucune impression de cette méchanceté, de cette haine, de cette violence de Ikki, c'est vraiment très très édulcoré, et c'est parce qu'il le dit, en fait, qu'on comprend qu'il en a rien à foutre et qu'il serait prêt à péter la gueule de tout le monde, même de sa sœur en l'occurrence. Mais on sent rien du tout. Je veux dire, par exemple, quand Hyuga et tout ça, ils sont dans le tournoi des années 80 et puis qu'ils disent la même chose, ils disent qu'on sent la haine de Ikki jusque-là, tu vois l'aura orange qui s'émancipe et une espèce de flamme autour. Et puis tu sens les gens qui sont un peu apeurés, qui ont des gouttelettes de sueur qui tombent et tout, ça c'est chaud pour eux quoi. Et là il dit ouais genre ouais attention, attention à quoi, l'image elle est fixe, il n'y a aucune démonstration de pouvoir, de vague, de quelque chose, de haine, de prestation. Tout ce qui en fait se montrait à l'image dans les années 80 par des dessins et des auras et autres, ce qu'ils veulent pas faire ici, peut-être pour une raison de, je sais pas, de pseudo-réalisme, j'en sais rien. Mais du coup, ça donne absolument rien. On n'a pas toute cette grande prestance, cette vision du pouvoir, du cosmos des chevaliers qui peut prendre le dessus sur toi, qui peut prendre tes émotions et te mettre te catatoniser dans un coin parce que juste le cosmos est trop puissant pour toi. Là, il n'y a rien, quoi. Là, soi-disant, il y a un... Je sais pas. Sinon, la phase, elle marche. Je veux dire, la phase, elle marche en elle-même, elle marche. Mais j'ai aucune impression, quoi. Pour l'instant, l'impression des pouvoirs des chevaliers me laisse genre, ouais, effectivement, je pense que G.I. Joe peut l'affronter. Donc, dans la deuxième partie, après qu'Ikki leur ait mis un coup magistral et qu'il ait mis tous les chevaliers KO en balayant de la main, comme ça, avec un coup d'énergie, en mettant tous les chevaliers KO, il décide de s'enfuir avec des petits sauts. Et il s'enfuit. Pendant ce temps, l'armée arrive, commence à tirer avec des mitraillettes, alors les chevaliers battent en retraite pour retrouver Athéna au point de rencontre. Et là, on arrive à l'explication de pourquoi ces mecs ils sont là. Alors Hyuga a bien été envoyé par le sanctuaire pour tenter de buter Saori. Parce qu'il y avait soi-disant une dark prophétie qui disait, une prophétie noire, qui disait que cette fois-ci Saori n'affronterait pas les dieux, qu'elle perdrait et que l'humanité serait perdue, donc il faudrait la buter. Et que du coup, le grand peuple avait dit à son peuple que du coup il allait combattre les dieux lui-même et qu'ils allaient gagner la guerre par eux-mêmes. Ok, on a changé le plot principal, pourquoi pas, mais ça fait pas de Saga des Gémeaux, donc le grand peuple, un grand méchant. Ça fait un type intelligent, qui avait un petit plan, qui voulait essayer quelque chose, voire même quelqu'un qui avait un réel faux espoir. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il croyait vraiment, en fait, qu'il voulait... et qu'il arriverait mieux à se battre lui tout seul parce qu'il croit en cette prophétie comme un gros débile. Ce qui veut dire que c'est pas forcément un grand méchant. Allez, disons pourquoi pas. Donc Hyuga, il comprend qu'il avait été envoyé là mais que c'était une erreur parce que c'est la véritable déesse Athéna. Seiya, il a remarqué qu'il était envoyé là parce que c'était la véritable déesse Athéna malgré qu'il ait dû contredire toute la chevalerie pour ce tournoi et faire tout ce qu'il fallait pas pour être un chevalier. Moi, je me poserais quand même des questions du coup, puisque Hyuga il vient de raconter l'histoire de sa prophétie. Enfin bon, je me pose des questions, mais bon, c'est Seiya, ça rentre dedans, je veux bien. Shun, ben, elle est là, et puis du coup, elle découvre que c'est Athéna, et puis que c'est pour ça que sa chaîne avait marqué Axia par terre. Ok, on fait un rapport avec Axia.
ça passe, c'est Shiryu donc il était là, parce que le vieux maître savait que c'était Athéna, donc il l'a envoyé, parce que c'était Athéna. Ça n'a pas rien à voir avec l'histoire des années 80, mais ça passe. Franchement, ça passe. Pour l'instant, vous avez vu, hein, je critique pas trop, hein, mais ça passe. Ça passe. Franchement, l'idée de l'histoire, ça passe. C'est pas ouf, ça fait pas moult émotions, il n'y a pas... voilà, mais ça passe. Par contre, le coup d'après, où Athéna, putain de déesse déjà qui sait utiliser Niké pour la transformer en bâton pour récupérer tous ses pouvoirs et tout ce que tu veux, elle aurait pu poutrer Iki déjà de base. D'ailleurs, elle dit qu'elle pourrait y aller toute seule, et puis si du coup Athéna a vraiment décidé de se battre, parce qu'elle le fait pas dans les Chevaliers du Zodiaque d'origine 80, mais si elle avait vraiment décidé de se battre, je pense juste comme ça, que face à un cosmos divin, si t'as pas une véritable justice ou un autre dieu qui te pousse au cul pour pouvoir tenter de battre ce dieu-là, et ben t'es raide, donc elle peut y aller effectivement toute seule, taper tout le monde au sanctuaire et c'est fini. Mais les chevaliers décident de l'empêcher pour la défendre. Ok. Ça, c'est... ouais, ok, bon. C'était pas ça que je voulais parler, mais cette scène m'a aussi dérangé, mais c'est pas ça que je voulais parler. Là, vous voyez, là j'ai mis cette petite image parce qu'ils sont agenouillés devant Athéna. Alors on pourrait se dire, oui, effectivement, les chevaliers s'agenouillent devant Athéna, parce que Athéna est leur déesse, et puis, ok, oh, c'est ma déesse, Non. Non, là, dans ce qui me dérange là, c'est que juste avant, elle leur fait un putain de speech, elle les adoube mode chevalier du Moyen-Âge européen. Non. Alors, oui. Non. Ça me tiraille parce que non, pour moi, non. Non, tu fais pas ça. C'est des chevaliers divins, c'est une déesse en face. Elle dit, je vous reconnais, elle les reconnaît. Elle a pas besoin de les adouber. Les gars, ils ont reçu leur armure. L'armure, elle est venue sur eux, elle les porte, elle leur donne leur pouvoir. L'armure décide déjà, à la place d'Athéna, que ce sont des chevaliers. Ce sont déjà des chevaliers. Il n'y a pas à les adouber chevaliers. Je comprends pas l'idée, quoi. J'adhère pas à l'idée du tout qu'un mec, en fait, il puisse, dans Senseiya, avoir une armure, mais n'être pas chevalier. Alors non, il est pas chevalier, mais il a une armure. Mais ça, les pas chevaliers qui avaient une armure dans les années 80, c'est les chevaliers noirs. J'en parle maintenant parce que c'est l'épisode des chevaliers noirs. Et les chevaliers noirs, effectivement, avaient une armure qui était noire, qui n'avait pas de classification d'armure parce qu'elle était renégate, et que du coup, effectivement, c'était pas des chevaliers mais qui portaient des simili d'armure. Mais tous les autres, c'est des chevaliers. Iki, c'était le méchant dans les années 80, il a une armure, il est présent, il a été adoubé par personne, il ne suit aucun dieu au départ, c'est un chevalier. Iki, là, dans l'histoire, dans cette histoire-là, dans l'histoire de Netflix, c'est un chevalier. Moi, ça me dépasse, ça me trouve le cul. On arrive à une petite scène intéressante. Il y a Iki qui débriefe avec Grad. Avec Grad. Qui débriefe avec Grad, quoi, en gros. Putain, j'arriverai pas avec ce nom, il faut vraiment que le mec il meure. Pardon. Donc, il va débriefer avec, et là aussi, il y a un truc intéressant qui se dit. Le mec il dit, j'ai récupéré l'armure, je vous l'enverrai par le pod qui est vers le bas de camp, il n'y a pas de problème. Et là, Grad, il lui répond, il lui dit, ouais, merci, grâce à toi, grâce à tout ce que tu as réussi à faire. Hein. Enfin, les dieux vont pouvoir être combattus par les humains, ou les humains vont avoir des armes pour pouvoir combattre les dieux, et nous allons peut-être pouvoir nous défendre nous-mêmes pour éviter notre extermination. Juste dans la phase d'avant, Yoga, il a expliqué que le grand peuple qui avait pris la place, il a dit qu'il avait pris la place pour contrôler les chevaliers, qu'il allait sauver la Terre à la place d'Athéna et des dieux. Lui, ce qu'il dit, c'est que les humains, ils vont enfin avoir des armes pour combattre les dieux d'eux-mêmes, ce qui me rappelle encore et toujours le saga des Gémeaux égale Grad. Ou Grad, comme vous voulez. Oui, c'est ça, énerve ce nom. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est le même speech, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes buts, c'est pas les mêmes associations de personnes, mais c'est la même idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me semble un peu trop téléphoné. Alors est-ce que c'est un téléphone gratuit pour te mettre dans un piège? Mais je ne sens pas que cette série soit assez intelligente pour aller jusque-là, donc je pense effectivement que j'avais raison. Depuis l'épisode 1, cette personne qui commence par un G et qui s'appelle Grad ou Gradou, je ne sais pas du tout, et ben apparemment c'est Saga des Gémeaux aussi. Enfin, on a la présentation des Black Knights, des Chevaliers Noirs.
Alors ça se présente sous la forme de 4 types uniformes qui ont des armures électroniques, magiques, cosmiques, qui sont d'anciens chevaliers qui n'ont pas eu d'armure, qui sont tous des clones, et on s'en branle, hein. Non? Enfin oui, ça peut être sympa pour démontrer les pouvoirs des chevaliers encore, hein, et leur puissance par la suite, oui, pourquoi pas, hein, ça peut être sympathique. Mais sinon, c'est bof, bof, quoi. Et puis, ben, évidemment, Seyar sort tout seul face à Ikki au Chevalier Noir, parce que Seyar s'est barré tout seul pour poursuivre l'hélicoptère de Ikki, l'a défoncé, l'a descendu, et surtout donc seul face aux autres. Et les autres, ils étaient en train de glauquer je sais pas où. Mais ils arrivent, apparemment, ils arrivent. Ils ont fait « Ah, un hélicoptère est tombé, allons voir !» Ils ont pas senti le cosmos de Seyar, ils ont pas senti le cosmos de Ikki. De toute façon, le cosmos, on s'en branle. Ah non, puisque ça permet de faire des armures Chevalier Noir. Ok, alors, il me semble là déjà sur le premier préavis là que j'ai des Chevaliers Noirs que c'est un gros mix entre les Chevaliers d'Acier et les Chevaliers Noirs. Alors, pourquoi pas, on va dire que c'est deux arcs qui sont moyens, même si moi j'aime bien à l'origine l'arc des Chevaliers Noirs, parce que ça démontre le côté obscur et une vision du personnage héros qu'on aurait eu si c'était été un méchant, quoi. Donc moi j'aime bien l'idée, mais bon voilà quoi, et ça prouve qu'il arrive à se dépasser lui-même, à se dépasser son clone ou je sais pas quoi, et donc à évoluer plus que aurait été un simple chevalier du dragon, chevalier de Pégase. Enfin c'est ma vision des choses, enfin j'imagine plein de choses là-dedans, parce qu'il y a des choses à faire avec, mais là il n'y a pas grand chose à faire avec, je suis bien désolé. Et puis donc Seyar lui lance la phrase à Ikki, il fait oui, tu as peut-être 5 chevaliers noirs avec toi, mais ce ne sont pas tes amis. Dans la version des 80, ça fonctionne, puisque les Chevaliers Noirs sont les amis de Ikki. Ils ont grandi sur l'île de la mort, ils sont partis avec lui. Là, ça va. Mais là, c'est des mecs qui ont été dans des caissons, à qui on a foutu une armure électronique dessus pour qu'ils puissent avoir des pouvoirs ou je sais pas quoi, et on les a envoyés au combat avec Ikki. C'est des soldats. C'est une unité de soldats. Quand tu vas dire à une unité de soldats, c'est pas tes amis, les gars, ils vont rire. Je veux dire, non, effectivement, c'est pas mes amis, c'est mon job. Tu vois la différence? Ikki, il venait sur l'île de la mort au retour du tournoi dans les années 80 pour récupérer l'armure d'or, parce que le sanctuaire lui a dit « T'es un chevalier, t'es balèze, tu peux récupérer l'armure d'or, en plus t'as des hommes de main, tout va bien, ce serait cool que tu fasses partie du groupe des 12. » Il arrive pour ça. Là, il arrive pour travailler pour grade, pour se faire du pognon, pour aller sur une île, pour se faire des gonzesses, j'en sais rien. Mais c'est devenu un soldat. Ok. Ikki, le soldat de l'armée. Ah, ça brise tout de suite le mythe hein, du chevalier solitaire rebelle qui laisse sa haine et sa colère dépasser des niveaux extrêmes pour péter la gueule de ses adversaires en un coup. Bon, on en est loin, là, c'est un soldat qui travaille pour l'armée. Parce que les soldats aux États-Unis, c'est cool. Seyar, donc, continue et poursuit Ikki dans la grotte après s'être pris une grosse mandale. Pendant ce temps, les autres chevaliers de bronze arrivent sur place et se disent où est passé Seyar? Oh, sûrement dans la grotte, puisqu'il n'y a qu'une grotte à côté de l'hélicoptère effondré et qu'on vient du chemin, c'est le seul chemin. Ah oui, alors, allons dans la grotte. Donc ils sont partis pour rejoindre Seyar, qui part toujours tout seul devant. On sait pas pourquoi, dans l'animé des années 80, ils étaient soudés, les mecs ils savaient qu'ils devaient être 4, même si après ils se séparent pour tenter de trouver Ikki plus facilement et puis appeler les autres, ils ont quand même un système pour se repérer. Enfin, il y a plein de choses qui... Bon, on s'en branle, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ok. Donc Seyar arrive face au Chevalier Noir, alors il rattrape Ikki avec ses Chevaliers Noirs, et Ikki dit à un des Chevaliers Noirs, ben vas-y, tu peux le faire, c'est ton moment, c'est ta vengeance, et là... Tadadam, gros suspense, qui change tout, gros spoiler alerte, attention, l'un des Chevaliers Noirs est Cassius. Et quelle est l'attaque de Cassius? Le météore noir. de Dieu. Oh, mais nom de Dieu, de putain, mon Dieu, je mange mes mots. C'est nul de chez nul, c'est incroyablement nul. Alors, l'idée à la limite de remettre Cassius ici, d'accord. Mais je sais, bien sûr, c'est une nouvelle histoire, on est d'accord, c'est une nouvelle histoire, hein, on va pas gueuler dessus.
Mais dans l'histoire des années 80, il va encore devoir affronter Cassius lors des 12 maisons. Et Cassius va de nouveau perdre, il va se sacrifier pour sauver Seiya, il va devoir... Enfin, je sais pas... Si Cassius se fait battre à l'épisode de 1 ou 2, je me souviens plus maintenant, c'est horrible, 1 je crois, il se fait battre à l'épisode 1, et qui revient à l'épisode 6, surentraîné par Grad, et qu'il sait faire le météore noir, et que le mec il avait en fait du cosmos à la base, Shina c'est vraiment une apprentie de merde. Bon ok, en l'occurrence c'est l'armure qui l'aide à avoir du pouvoir du cosmos. Mais à quel moment la montagne de muscles Cassius va pouvoir mettre un météore? Je veux dire le principe du météore, c'est des coups de poing rapides et lancés à une grande vitesse et une chier d'un coup quoi. Et Cassius c'est une grosse bûche quoi. Je le vois pas faire des coups rapides, multiples, quoi. À la limite, il nous fait une comète de Pégase, ou je sais pas quoi, un espèce de gros truc qui part en avant, je veux bien. Mais des météores? Sérieux? Bon, en fait, ce combat, il me dérange. Le fait que Cassius soit là, ça me dérange. Même si, en fait, ça marche dans la logique de l'histoire. Je suis pas contre la logique de l'histoire, parce que ça marche à l'intérieur. Mais franchement, c'est bête de réutiliser ce personnage-là. Autant laisse les Chevaliers Noirs être des Chevaliers Noirs lambda inconnus, j'en sais rien, quoi. Parce que si droit derrière l'autre Chevalier Noir c'est Maître de Cristal, le Maître de Yoga, j'y crois pas, quoi. De toute façon, c'est des clones, donc c'est tous des Cassius, en fait. Enfin, je sais pas, peut-être que Cassius, en fait, c'est devenu un clone, c'est devenu le P-Jack de Tekken transformé à Senseiya, mais là, on part vraiment en cacahuète, mais monumental, quoi. Je veux dire... la mythologie, tous les dieux, qu'à cela ne tienne, on s'en fout. Ça commence à vraiment je vois pas l'intérêt de refaire une histoire sur un manga qui se base sur les dieux, les constellations et les machins, pour foutre des clones, pour foutre des armures, une armée. Je veux dire, y a rien quoi. Même le développement d'Athéna, on est pas revenu tout à l'heure, mais le développement d'Athéna, c'est une déesse. Tout de suite, à la base, c'est une petite enfant qui se dit tu vas devenir une déesse, et hop, elle est adolescente, et c'est la putain de déesse. Enfin, il y a plein de. Les personnages, du coup, n'évoluent pas, ils stagnent, ils font. Il se passe rien, c'est horrible. Donc, l'utilisation de Cassius en tant que chevalier noir, non. Ensuite, comment Seiya va battre Cassius, ben. Le météore noir est beaucoup plus puissant, mais Seiya va donner tout ce qu'il a, comme c'est un chevalier, quoi. Il donne tout ce qu'il a. Et là, il va faire un météore de la mort qui surchauffe l'armure de Cassius, qui va s'auto-griller et le mettre KO. Donc on tue toujours pas Cassius, ok, donc il va bien revenir encore, ok, on est d'accord là-dessus, et sûrement dans les 12 maisons, ok. C'était pas utile de le mettre là. Pour faire ça, c'était vraiment pas utile. À moins que justement t'en fasses toute une armée de clones, parce que les autres c'est des clones de Cassius, j'en sais rien. On continue l'épisode, on continue. Mais je suis contre. On arrive au climax de l'épisode et je ne pouvais pas faire ce petit résumé de la fin de l'épisode sans mettre Andromède en pleine valeur. Donc, Seiya s'écroule après avoir vaincu Cassius et son armure redevient un petit collier. Les autres chevaliers de bronze arrivent sur place, retournent Seiya, le mettent bien, lui disent t'inquiète pas, t'as fait ton job, nous on va continuer, et ils tombent sur donc les 3 autres chevaliers noirs. Yoga et Shiryu sont des brels inutiles. La glace, ça ne fait rien à une armure technologique parce que Osef, et le fait que Shiryu ait le point le plus puissant et que c'est un chevalier de bronze et pas un chevalier noir, ne fait aucun dégât aux mecs. Les mecs, ils sont capables de balancer des méga comètes dans la gueule des gars et de faire des boucliers, ils sont invincibles. Invincibles. Ils auraient pu tous perdre si Andromède n'était pas la winneuse. Et oui, car c'est une grande winneuse. Et non, je dis pas ça ironiquement. Effectivement, sans elle, ils étaient foutus, les mecs. Inutile. Shiryu, Yoga, inutile. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de puissance pour faire surchauffer les armures comme Seiya l'a fait avec son météore. Pourtant, la colère du dragon, ça doit balancer de la sauce. Et puis comme je dis, quand Yoga, il gèle les mecs, ça doit geler tous les circuits et même les trucs, il doit pouvoir faire péter les armures. Enfin bon, j'en sais rien. Mais ça ne marche pas, on s'en branle. Donc du coup, Shun, qui passait avant devant Seiya et qui a vu que l'armure de Cassius avait surchargé et que c'était la partie dans le cou qui avait surchargé,
Et ben du coup, elle se dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais pouvoir attaquer là. Et ces chaînes, comme elles font des angles droits et des angles divers, et ben elle balance sa chaîne et elle arrive à faire taper derrière la nuque du chevalier noir pour le mettre KO. Mais Andromède a pris plein la gueule aussi, donc elle est à moitié KO. Et il y a les deux autres chevaliers qui se relèvent en disant ouais, nous aussi on veut faire quelque chose, qui font des attaques qui ne servent strictement à rien. Heureusement que Andromède, à moitié KO, encore par terre, arrive à lancer ses chaînes en direction du coup des autres chevaliers noirs, et bim, on a gagné, tout le monde est en pleine forme. Quoi? Tout le monde a gagné, tout le monde est en pleine forme. Attends, à quel moment on a fait un combat, c'était dur, on a saigné, on est blessé, on doit continuer? Non! On s'en va. Ça enlève tout l'intérêt des combats. Dans Dragon Ball, les mecs ils sont pétés, ils se font défoncer, ils ont de la peine, ils n'y arrivent pas, ils saignent, ils doivent se relever, mais ils y arrivent quand même. Dans Senseiya, c'est pareil, en pire. Dans Naruto, c'est pareil. Je veux dire, dans Bleach, c'est pareil. Dans One Piece, c'est pareil. C'est pareil partout. C'est le b.a.-ba du truc. Si le mec ne subit aucun dégât et qu'il se fout royalement de ce qui vient de se passer dans sa vie, toi, en tant que spectateur, tu t'en fous royal aussi. Non? Je veux dire, il y a un moment, voilà, ça a aucun impact sur rien. Alors oui, effectivement, encore une fois, là, comme sur l'image que j'ai mis, l'attaque de Sean d'Andromède et tout, c'est beau, c'est joli à regarder et tout, mais maintenant qu'on a passé le côté cool de l'épisode, qu'on est arrivé dans le combat, c'est de la chiotte, je suis nous en train de dire que c'est de la merde cet épisode. Et oui, je suis désolé, le pire, apparemment, encore, c'est qu'ils arrivent à faire tenir leur histoire qui tient pas debout ensemble. Ils font des trucs, wesh, pourquoi pas, mais ça tient, quoi. Genre, mais ça tient. Mais quand on arrive au combat, le truc que tu veux voir, c'est des chevaliers qui ont des putains de pouvoirs, qui font apparaître des constellations et qui vont dans l'espace quand ils lancent une attaque. Ça n'a aucun impact sur rien. On s'en fout, c'est des poupées, quoi. C'est décevant. Bon, bien sûr, alors ils sont en pleine forme. Et à la fin de l'épisode, gros cliffhanger de la mort, Ikki apparaît, et maintenant ça va être le fight contre Ikki. Donc il nous reste le dernier épisode pour tout le fight contre Ikki. Fais-moi quelque chose. De nouveau là, t'as fait une demi-molle sur cet épisode, sors-nous un dernier épisode qui va nous dire « Tiens, j'ai envie de regarder 7 à 12 ». Allez, j'y crois. J'y crois. Début de l'épisode 6. Un petit coup de hype et de frisson. Une discussion entre Doko et Mu. Alors, Mu en anglais. Mu, c'est une vache. Non, donc Mu. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, ça m'ennuie d'un côté parce qu'on vient foutre Mu ici, parce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer que c'est lui qui répare des armures et patati et patata. Donc ça m'ennuie un peu. Mais c'est une discussion assez intéressante. Mu vient lui dire à Doko que il sait pas trop pour les chevaliers de bronze qu'est-ce qu'il faut faire. Doko lui dit reste tranquille, ça va bien se passer. Mu il dit mais si je reste tranquille et que ça va bien se passer, ça va pas nous aider à gagner la guerre. Et là Doko lui sort une phrase genre si tu fais ça, ça va mal se passer. J'ai un petit coup de hype sur ça. Parce que j'ai bien envie de voir ce qu'ils ont envie de faire avec Mu en fait. Parce que là, c'est clair, il aura pas du tout le rôle qu'il avait dans les années 80. Peut-être à l'arrivée aux 12 maisons pour réparer les armures, peut-être. Mais avant ça, je sais pas. Ou alors c'était juste une fausse hype de merde. Et là, alors je vais être super vénère si c'est le cas quand on va arriver aux 12 maisons. C'est que c'était une phase juste pour présenter le personnage et dire qu'il existe et rien faire avec jusqu'aux 12 maisons. C'est probable, c'est ça qui m'ennuie, parce que c'est probable, mais il y a peut-être une petite idée à tirer quelque chose de là. Mu qui veut se battre du côté des chevaliers de bronze, enfin, il y a des choses à faire, ce serait intéressant. Du coup, on partirait vraiment sur une autre histoire, avec les mêmes personnages pour garder la hype du style du personnage et les prénoms, mais on serait vraiment sur une autre histoire. Pas une histoire qui veut raconter la même chose en y intégrant des éléments extérieurs. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas mal, j'aime bien cette scène, franchement ça me plaît, c'est cool. Ça commence bien en tout cas. Ok, cet épisode va être très difficile à commenter.
Alors, au début du combat, Shun décide de se sacrifier pour mourir, pour que Ikki redevienne une bonne personne. Donc Ikki lui met la grosse patate de la mort pour la buter. Ça l'envoie au loin. Ça l'a pas tué. Ensuite, elle continue de parler et dit ouais, je suis sûr que tu vas redevenir à la normale. Je suis un peu choqué en fait, c'est pour ça que ma parole elle est étrange. Je suis tout perturbé par ce que je viens de voir. Donc du coup, Ikki il décide d'utiliser l'illusion du phénix pour faire voir à Shun qu'est-ce que sera sa vie parce qu'il restera méchant. Là, Yoga se met directement en face de Shun, bloque l'attaque avec le mur de glaçon. Effectivement, Yoga a fait ça à Ikki dans les années 80 aussi. Mais c'est après s'être pris l'attaque une première fois. Parce qu'il faut être au courant quand même de ce qui va se passer pour pouvoir faire un contre qui va avec. Je veux dire, c'est le principe des chevaliers quoi. Un chevalier ne se fait jamais avoir deux fois par la même attaque. Là, il le fait de base. Et le bloc de glace qu'il a sorti là avec la poussière de diamant, tu vas me dire qu'il n'a pas pu mettre le chevalier noir juste 10 minutes avant dans un bloc comme ça pour le bloquer, et tu vas pas me dire qu'il n'a pas réussi à faire ce genre de mur de glace pour faire un bloc sur l'entrée qui menait en bas dans le garage de Saori, ou qu'il n'a pas pu faire des blocs comme ça pour bloquer les hélicoptères, ou qu'il n'a pas pu faire des blocs comme ça pour mettre les mecs dans les glaçons, ou qu'il n'a pas pu faire des blocs comme ça pour bloquer des tanks, ou que on... Mais... Alors, toute la scène, je me dis waouh, 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 waouh. Et tout d'un coup, paf, je réalise ce qui s'est passé. Et je me dis, mais merde, on nous prend pour des cons depuis le départ. Non? Je veux dire, il a créé un putain de bloc de glace énorme pour renvoyer une attaque mentale, quoi. Voilà. Donc, Ikki se prend l'illusion du phénix sans jamais l'avoir fait subir à qui que ce soit. Ikki, pour l'instant, à part avoir mis un coup de pied, un coup de poing ou quoi que ce soit et dire « je t'aime pas » et c'est tout, il fait rire, le mec. Donc, bon, je pense qu'on va revenir dans le passé de Ikki. On va voir comment ils ont fait ça. Effectivement, donc, l'illusion du phénix à rebours nous a permis de voir l'histoire de Ikki sur l'île de la mort. Et c'est excellent. On a toujours un manque d'impression sur les coups et les machins, parce qu'évidemment, dans les années 80, ils s'en prennent plein la gueule, ils saignent de partout, tu vois que c'est la mort. Mais l'histoire en elle-même, les plans par plan et les remises en situation sont très bien faites. J'ai rien à dire. C'est bien fait. Il manque le coup des émotions et de l'impression avec ces gueules cassées, ce sang qui gicle et l'abus textuel sur les mots aussi. Mais c'est bien fait. Donc, une jolie image de Phoenix pour ça. Un truc de bien. Alors, il faut quand même dire quand c'est bien fait. Hein. Non, ok, c'est pas du 100%. Je suis d'accord. Je continue de critiquer un peu. Et je peux pas dire que c'est du 100%, parce qu'effectivement, il manque l'impression. Mais c'est bien. Ok. À la fin du résumé sur Ikki, à la fin de l'illusion du phénix, son dernier souvenir, c'est de se rappeler que Shaka était venu normalement sur l'île de la mort via une téléportation spirituelle pour buter le maître de Ikki, et que comme c'est Ikki qui a l'armure maintenant, il doit juger Ikki, et qu'il le juge ni méchant ni mauvais, mais juste un petit enfant qui s'énerve contre ce qu'il doit être et ce qu'il veut être, et qui veut cacher tout à l'intérieur de lui pour être quelqu'un d'autre. J'adore ce passage. J'adore ce passage, j'aime beaucoup l'idée que Shaka savait déjà des choses en fait à ce moment-là. Plus que ce qu'il en sait dans les années 80.
Là, on voit directement que c'est un personnage totalement différent, puisque dans les années 80, il suit aveuglément les ordres du grand peuple qu'il croit être la justice. Là, il prend des décisions personnelles, il est sage, il est avisé. Ils ont corrigé un petit peu le tir du personnage, ou alors en tout cas, ils ont changé sa psychologie en positif. Et c'est le premier personnage pour lequel ils font ça. Doko, c'était bien déjà, mais là, c'est vraiment un personnage duquel ils ont mis un petit accent supplémentaire qui le rend plus positif qu'avant. Je devais souligner ça, c'est assez classe. Franchement, c'est assez classe. J'aime bien. Et l'idée qu'en fait, cette vision, Ikki va l'oublier, mais elle va revenir au moment où, si jamais il se retrouve face à face en tant qu'ennemi, ça fait un peu genre piège mental. Si jamais je vois que t'es un peu costaud et tout, tu peux avoir des capacités, donc je te mets ce piège mental à l'intérieur de toi, que ça au cas où on est face à face, tout d'un coup tu vas avoir un doute, un truc. J'aime bien l'idée, tout ce qu'on peut imaginer en fait, toutes les espèces de théories qu'on peut sortir de cette rencontre, de ces phrases qui sont bien sorties. Je trouve que le personnage rend bien. Le personnage de Shaka qu'on ne voit pas, qui n'est pas là mais qu'on entend juste sa voix, rend bien. Que ce soit en japonais, que ce soit en anglais, c'est vraiment cool. C'est un très bon passage, c'est le meilleur passage de la série pour l'instant pour moi. Ça me hype un petit peu, je dois dire. J'attends de voir les épisodes où Shaka sera là, ça a l'air d'être assez cool. Alors pour ce qui est du fight entre Shun, Yoga et Shiryu contre Ikki, c'est assez rapide. Hein. Ils essayent de lancer toutes leurs attaques, Ikki les contre en un coup de poing et les balance au sol en expliquant vitef qu'il connaît leur attaque, qu'il les a déjà vues, donc c'est inutile, elle ne marche pas sur lui. Mais c'est vraiment vitef, hein. On s'en fout royal. Hein. Mais par contre, pour les mettre KO, il va faire l'envol du phénix. Et là, du coup, on a une vraie cinématique Senseiyanesque pour moi. Senseiyanesque, tiens, c'est un nouveau mot qu'il faudrait inventer. Senseiyanesque pour moi, c'est-à-dire qu'on a la constellation qui apparaît, le décor qui vaniche complètement pour faire apparaître des constellations et autres, et une putain d'attaque qui nous met la sauce directe, quoi, mais vraiment une truc qui met de la sauce, quoi. Pas un truc mou du genou, genre météore de Pégase avec 3-4 boules bleues, là. Là, non, t'es dans un tube de flamme, t'as des espèces de météorites qui t'arrivent dans la gueule, de partout au milieu de ce tube de flamme, tu peux pas sortir, t'es obligé de te la prendre dans la gueule. C'est ce qu'on appelle une attaque de chevalier, un truc qui fait brrr, tu fais tu te fais défoncer. Là, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup apprécié l'envol du phénix. Bel effort, franchement. On s'en sort bien sur cet épisode, hein, encore. On s'en sort bien. Hein. Malgré le petit coup EZF quand même au départ, là, du... je vous explique pas pourquoi la technique marche pas deux fois sur le même chevalier, fait que tu t'en souviennes. Mais c'est classe. C'est classe. Il y a du visuel. Mes petits yeux et mes oreilles, ils se font plaisir. C'est cool. Oh putain, il fallait que ça merde. Oh, il fallait que ça merde à niveau maximum. Bon alors... Oh, comment expliquer? Seiya, il arrive bien sûr pour sauver ses potes, il a pas d'armure, il se prend déjà une grosse patate de chevalier sans armure, ce qui devrait largement le buter, mais non, mais c'est pas grave. Il est même pas blessé, il saigne pas, on s'en fout, il peut se relever. Déjà là... Il y a 2 secondes, je disais que c'était bien foutu, que l'attaque elle était enfin bien. Juste avant, je disais que tout l'épisode, il avait des phases pour me hyper. Et là, Ikki va achever Seiya avec l'envol du phénix parce qu'il a pas d'armure. Et qui c'est qui débarque? L'armure d'or du Sagittaire, parce que what the fuck, on s'en branle! On s'en branle de l'armure d'or! Tout d'un coup, elle revient, elle est là. Mais ce que t'as pas remarqué, c'est qu'elle est complète à l'image. Regarde bien, 2 jambières, un buste, une ceinture, des épaulettes, un casque, 2 bras. Non? Si, 2 bras. Donc l'armure est complète. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que Grad a le bras droit, et que donc l'armure ne pourrait pas réagir, puisqu'elle n'est pas complète. Donc il fallait la mettre complète pour qu'elle puisse réagir. Mais elle n'est pas complète. Donc là déjà, il y a tout qui part en cacahuète. Je vois pas pourquoi l'armure d'or, elle revient défendre Seyar déjà maintenant, alors qu'à la base, elle doit défendre Seyar contre Aeolia du Lion bien plus tard, une fois qu'il a prouvé sa valeur pour pouvoir être digne de l'armure d'or du Sagittaire. Mais ça, on s'en branle aussi, parce que... je sais pas. Je sais pas à quel moment le mec dans ses studios il s'est dit ouais là c'est bien l'épisode hein, mais là c'est trop bien, on va merder un coup, fous-nous l'armure d'or là, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, on est au 6ème épisode, on est sur un arc qui doit suivre l'armure d'or, on l'a pas vu entière, on n'a pas vu son design, fous-nous l'armure d'or, allez ça va le faire, les gars ils vont faire waouh l'armure d'or et tout, ils vont sortir les sifflets et faire enfin je sais pas.
Alors pour la fin du combat, ça se passe correctement, comme dans l'anime. Seiya récupère les pouvoirs des autres et arrive à mettre sa dose à Ikki. Le volcan s'effondre. L'armure passe sous les décombres. Seiya et les chevaliers de bronze passent sous les décombres. Et là, on a cette scène qui va enchaîner sur l'arrivée des chevaliers d'argent pour te hyper pour la suite des épisodes. Mais cette scène, elle me dérange énormément. Parce qu'on était dans un putain de désert. Dans une grotte d'un putain de désert qui amenait peut-être à un volcan ou je sais pas quoi. Mais on n'était pas sur une île volcanique. Ça, c'est 4 lumières qui s'envolent. C'est le pouvoir d'Athéna qui sauve les chevaliers de bronze de se faire écrabouiller sous les décombres. Ou pas. À quoi sert cette scène? Je me pose bien la question. Surtout, bon, il n'y en a que 4. À la limite, Ikki, il peut renaître de ses cendres, c'est le phénix. On n'a pas encore expliqué ça parce qu'on n'en a rien à foutre de qui c'est vraiment le Ikki, en fait, maintenant que je remarque. Et qu'est-ce que c'est que l'armure du phénix? Mais, ok, donc on sauve les 4 chevaliers de bronze, mais on n'arrive pas à sauver l'armure d'or qui va rester donc dans le volcan. On a Misty du Lézard et Marine qui viennent vérifier que Seiya et les autres sont bien morts, mais ils n'ont pas vu des putains de comètes d'étoiles filantes full of cosmos. C'est donc pas des très bons chevaliers. Je ne comprends pas cette scène qui devrait se passer sur l'île de la mort et quand Athéna vient effectivement sauver les chevaliers de bronze parce que le grand peuple avait décidé de faire couler l'île de la mort avec les chevaliers dessus et tout et tout et tout et tout. Et qui est en plus une scène qui marche déjà pas bien du tout dans le manga des années 80 et qui a été réutilisée là, peut-être pour donner un pouvoir ultra divin et cosmique à Athéna. Du coup, Misty et Marine sont sur l'île de la mort, qui était qu'un désert, qui n'était que le garage de chez Saori, qui était juste à côté de la Grèce. Enfin... non, mais ça va pas, là. Et pourquoi... pourquoi ils font ça à la fin de l'épisode, sérieux? Bon. Et donc, ouais... alors, je vais juste changer d'image parce que ça me perturbe un grand max. Si vous savez pourquoi il y a cette scène, si vous avez une idée, si vous avez une théorie, si vous comprenez pourquoi ils ont voulu mettre cette scène maintenant, et si ça peut avoir un but pour plus tard, en sachant que c'est une scène qui ne marche déjà pas dans le manga d'origine, je veux un commentaire. Je veux un commentaire, je veux comprendre, je ne comprends pas, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Alors si vous en avez un, volontiers. Donc voilà où sont effectivement Marine et Misty. Ça peut, je dis bien ça peut, ressembler à où ils étaient avant, même si j'ai un gros doute, puisqu'ils étaient dans des canyons, donc non. Ça ressemble à un putain de volcan, effectivement, là où il se trouvait, qui a explosé sur le dessus. Vous avez remarqué la différence, qui a explosé sur le dessus. On voit que le haut du volcan n'existe plus. Il s'est pas implosé sur lui-même, il a explosé, puisqu'il y a des débris partout. Mais les mecs se sont trouvés sous les décombres. Sans lave. Sans explosion de volcan. Je ne comprends rien du tout. Que dalle, un gros XX comme ça, je ne comprends rien. Le petit oiseau de Nicky Larson, il peut passer derrière quand je regarde cette scène et tomber derrière. Moi, je fais là, ça, je fais j'ai rien compris. Et il nous hype donc avec Marine et Misty qui arrivent, soi-disant, pour régler le compte des chevaliers de bronze, tout simplement vérifier s'ils sont morts, qui sont partis en étoile filante avant. Et on a fini donc les 6 premiers épisodes de la saison 1 de Senseiya Netflix. En route pour la conclusion. Bienvenue donc dans cette conclusion Senseiya Netflix épisode 1 à 6. Est-ce que je peux conseiller à tout le monde de regarder ces épisodes 1 à 6? Je dirais non. Je ne peux pas conseiller cette série à quelqu'un qui est fan de manga. Parce qu'il va se croire dans un manga, mais tous les codes du manga ont été annulés, balancés et jetés à la poubelle, ça n'est pas ça.
Donc je ne peux pas le conseiller à un fan de manga. Est-ce que je peux le conseiller à un adulte qui voudrait le découvrir, un nouvel animé, ou un ancien qui aurait vu Senseiya de 1980? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que la seule chose que je pourrais lui dire qui serait vraiment bien à l'intérieur, c'est que visuellement, il y a des phases qui sont classe. Mais c'est tout. Je pourrais peut-être le hyper en lui disant Shaka va être plus développé, Omu risque d'être plus développé. Ça c'est pour un ancien, mais c'est vraiment quelques secondes dans 2 épisodes, ça va pas suffire. Non, je ne peux pas le conseiller donc à un ancien, ni à un vieux qui voudrait découvrir un manga nouveau classe, je ne peux pas le conseiller. Est-ce que je peux le conseiller à des ados? Non, je peux pas. Les ados ils sont habitués, comme je le disais tout à l'heure, à One Piece, Naruto, machin, y a pas moyen, tu peux pas leur faire placer ça au milieu, les gars ils vont dire mais tu te fous de ma gueule, c'est nul. Ensuite, est-ce que je peux le vendre à des enfants? Oui, je peux le vendre à des enfants parce que c'est bien, il n'y a pas trop de violence, c'est bien édulcoré, on a de tout, on a tout ce qu'il faut pour les enfants, hein. Je veux dire, on a du combat, on a de l'amitié, on a des relations écologiques, on a une relation pseudo-actuelle, et tout ça dans un univers pseudo-bon enfant. Donc oui, on peut le conseiller aux enfants, mais à qui vraiment, en fait, est ciblé cet animé, ce manga? Sérieusement, il est ciblé aux parents. Pour qu'il soit politiquement correct et qu'il puisse se vendre auprès des parents. Et ça, c'est le plus gros point négatif que j'ai aperçu dans cette série. C'est qu'elle est faite pour être vendue à des gens qui ne vont pas la regarder, mais qui vont se dire « c'est bien pour mes enfants ». Et là, on a perdu toute l'essence de la création. Et je peux pas aller plus en avant dans la critique finale de ce Senseiya, parce que dans l'essence, on n'a rien. Dans l'histoire, on n'a pas grand chose d'intéressant. Dans le visuel, c'est très moyen. La bande sonore, on n'en parle même pas. Non, je n'ai rien, je ne peux pas conseiller ce truc, et je comprends pas comment ce truc a pu passer. Arrivé au bout des 6 épisodes, en ayant compris ce que j'ai compris, je ne comprends pas pourquoi ce truc a passé. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Vous pouvez me répondre dans les commentaires, mais en tout cas ce sera mon dernier mot, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Je regarderai quand même les prochains épisodes pour voir s'il y a une évolution par rapport aux critiques qui ont été faites par les abonnés, les fans et autres. Voir peut-être la saison 2 un petit peu, parce que la saison 1 peut-être a déjà été tournée, déjà en boîte et ils vont rien changer. Mais les Chevaliers d'Argent ça me hype pas, la fin elle est trop bizarre pour que ça me hype pour la suite. La répression d'armée, enfin ça va pas. Non, je ne conseille pas du tout ça. Mais j'aimerais savoir ton avis à toi, maintenant que cette série est finie. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que cette série elle était faite pour toi? Est-ce que, comme moi, tu penses qu'elle a été faite pour des gens qui ne sont pas la cible, qui regardent ce genre de choses? Est-ce que pour toi, en fait, c'était bien foutu? Que visuellement, t'as aimé? Ou est-ce que l'histoire, pour toi, elle te prend? Parce que peut-être que moi, par rapport à l'histoire, comme je dis, ça passe, ça tient, mais comparé à l'émotion, à tout le ressenti que j'ai de l'ancien, je peux peut-être pas coller avec l'histoire. Donc peut-être, dis-moi, peut-être que l'histoire elle est bien en fait, mais que je vois pas l'intérêt ou je vois pas comment. Et dis-moi aussi si ça te hype pour la suite, si tu vas avoir envie de regarder la suite ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, voilà. Parle-moi, échange avec moi, explique-moi ce que j'ai pas compris, montre-moi ce que je sais pas, ou sois totalement d'accord avec moi et on peut en parler ensemble et puis bien rigoler aussi. Y a pas de problème, c'était Gitaku en direct de Senseiya épisode 1 à 6. N'oublie pas, même si c'est de la merde, si c'est ta licence préférée, eh bien fais-toi plaisir. Et puis ça aussi ça fait plaisir à moi, tu sais les pouces bleus là, puis les abonnements, puis aussi les trucs là qui sont par là, c'est tu sais partager pour montrer à d'autres, hein, que ça ma vidéo se fait voir par plein de monde. Et puis peut-être que je pourrais faire plus de vidéos et puis un peu moins de travail normal. Cool. En tout cas, c'était toujours sympa de participer avec vous à ces vidéos. Je me suis bien fait plaisir. C'était les vidéos des vacances Senseiya. Il y en avait moins. Il y en aura un peu plus à partir de maintenant parce qu'on est de retour dans la vie active et que du coup, les plages horaires sont libres. Donc, je vais pouvoir en faire plus. Et j'espère te revoir bientôt. Sur ce, je vous aime. À plus. Ciao.